Mesdames et messieurs, bienvenue à tous pour cette soirée qui portera sur l'approvisionnement en eau à Genève au fil du temps, qui sera vue ce soir sous l'angle de l'eau potable, des préoccupations urbanistiques, sanitaires et sécuritaires du lieutenant-colonel Dufour, alors en charge de l'urbanisme et des fortifications, et de la nécessité pour les pompiers d'y avoir accès. Donc je souhaite tout particulièrement la bienvenue ce soir à nos amis de l'association du musée du groupement SIS, le service d'incendie et de secours de la ville et du canton. Alors maintenant c'est un groupement donc, qui est autonome, qui est représenté par les communes jointes-Bourg, dont je salue le président et notre conférencier Francis Lecomte, guide passionné au musée des pompiers genevois. J'ai mis genevois, comme ça on y est. C'est juste. Et puis je salue aussi nos amis des SIG, les services industriels de Genève, notamment notre autre intervenant de ce soir, Frédéric Schultz, directeur de l'eau potable et gaz. Alors le gaz, on est un peu moins content quand on reçoit la facture du mois de janvier. Là, en juin, ça va un peu mieux. Donc il est accompagné de Christian de Corvet, responsable partenariat public auprès de la direction des relations clients des SIG, si je ne dis pas trop de bêtises, Ça doit aller comme ça. et qui est là aujourd'hui avec une forte délégation de ses invités. Et notez que Christian nous avait beaucoup soutenu l'année passée lors des festivités du 150e anniversaire de la mort du général Dufour. Une pensée toute particulière pour la docteure Stéphanie Girard-Clos, professeure de géologie limnologie au département des sciences de la Terre de l'Université de Genève, qui nous avait gratifié le 27 mai 2025 d'une passionnante conférence sur les travaux de limnimétrie du lieutenant-colonel Dufour, qui l'avait conduit à installer en 1820 une barre de fer sur la pierre du Niton pour surveiller le niveau du lac, en cause les Genevois, accusés de freiner avec ces barrages l'écoulement des eaux et de créer en amont des inondations, notamment dans la région de Morges, de Villeneuve et du Chablais. Pendant près de 150 ans, de 1720 à 1884, d'interminables plaintes, brouilles, railleries, contestations, jalousies et rognes des Bernois, Pays de Vaud allait jusqu'à Coppet, occupé par Berne, conduisirent au procès du Léman qui statuera le 17 décembre 1884 que désormais le niveau du lac sera fixé par une convention intercantonale. 4 mois plus tard, en avril 1885, débutait la construction de l'usine des forces motrices qui mettra fin au litige. L'eau étant une affaire d'État, nous aurons le privilège ce soir de recevoir dans quelques minutes Madame Dilara Bayrak, présidente du Grand Conseil de la République et canton de Genève, qui, retenue par une autre obligation, nous rejoindra plutôt vers 19h, 19h15. Pendant cette pause, on profitera de vous servir des boissons fraîches, comme ça vous aurez de quoi tenir le coup pour la suite. En raison des contingences horaires et d'intervention des sujets, nous vous prions d'ores et déjà d'excuser quelques inévitables redondances, puisque le sujet court qui devait suivre est passé devant. Il y a quelques années, je m'étais intéressé au pont de la Machine, après avoir découvert dans l'ouvrage Eau, gaz, électricité, histoire des énergies à Genève du 18e à nos jours, je cite, vers 1830, la machine hydraulique Abeille dessert 24 fontaines publiques et 19 fontaines privées, maison du résident de France, maison de Saussure, hôtel particulier de la rue des Granges, auberge des rues Basses, les Balances, les Trois-Rois, ou encore maison de négociants en île ou sur la rive droite. J'avais alors contacté les SIG pour savoir s'ils avaient parmi eux un spécialiste qui pourrait venir nous entretenir de ce sujet, sans succès. C'était sans compter sans la rencontre fortuite avec notre ami Christian de Corvet, qui, aussitôt alerté, n'a fait ni une ni deux et nous a trouvé un passionné de l'histoire de l'eau potable et en plus il est directeur de l'eau potable et gaz, donc vous ne pouvez pas tomber mieux. Monsieur Frédéric Schultz, à qui je passe tout de suite la parole. Merci beaucoup. Et
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est un réel plaisir d'être ici parmi vous pour pouvoir vous parler d'un sujet passionnant, le sujet passionnant qui est l'eau potable à Genève. On ne le répétera jamais assez, mais l'eau, c'est la vie. Sans eau, les êtres vivants ne peuvent pas vivre. Nous sommes obligés de nous hydrater, de boire régulièrement de l'eau, et c'est par des temps comme on a aujourd'hui qu'on se le rappelle et qu'on sait vraiment, qu'on se rend compte qu'on a vraiment besoin d'eau pour survivre. Et ce n'est pas uniquement les êtres humains. Tout être vivant, qu'il soit petit, grand, complexe ou simple, a besoin d'avoir de l'eau, et sans eau, il n'y a pas de vie. Donc, des réseaux antiques d'aqueducs jusqu'aux réseaux intelligents d'aujourd'hui, toutes ces installations amènent la vie et amènent un élément essentiel à la vie qui est l'eau potable. Et on a pu voir au cours de l'histoire que toutes les villes, lorsqu'elles ont commencé à être alimentées en eau potable, on a pu voir la qualité de vie s'améliorer. L'hygiène a été améliorée par le lavage des mains, le lavage également, la préparation alimentaire qui a pu être améliorée, également l'hygiène corporelle, les bâtiments, les habits, tout a pu être amélioré et on a pu améliorer ainsi la qualité de vie. Du point de vue de la santé publique également, il y a eu un recul des maladies, moins de maladies, avec la coordination avec l'assainissement des eaux usées. Également, toute la partie toutes les épidémies ont reculé pour pouvoir améliorer l'espérance de vie de la population. Il n'y a pas seulement l'espérance de vie de la population qui a été améliorée avec l'alimentation en eau potable, il y a également toute la partie industrielle, tout le développement des villes qui en a suivi. Si ici à Genève, on n'a aucun problème concernant l'eau potable, notre robinet est à disposition, on doit juste se rappeler qu'on doit boire suffisamment en période de canicule. Il y a des parties et des pays dans le monde qui n'ont pas cette possibilité, il y a encore des populations qui n'ont pas un accès à l'eau potable. Concernant Genève, l'histoire de la distribution de l'eau potable a commencé avec la machine Abeille en 1709. C'est à cette date que l'ingénieur français Joseph Abeille a construit la machine Abeille sur le Rhône pour pouvoir commencer à alimenter la ville de Genève en eau. Donc, entre 1709 et 1711, la machine a été construite, la machine a été optimisée, améliorée, et le premier réseau d'eau a été construit dans la ville pour commencer à alimenter plusieurs fontaines. Il y avait environ 5-6 fontaines d'eau potable qui étaient disponibles pour la population genevoise au centre-ville et proche du Rhône. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, la machine Abeille avait des pompes avec différents niveaux de pression, et c'est exactement le même système que l'on retrouve aujourd'hui dans nos stations de pompage pour pouvoir alimenter les différentes parties de la ville. La partie plus haute de la ville avait besoin de plus de pression pour amener l'eau, et la partie basse de la ville avait besoin de moins de pression. Et c'est exactement le système qu'on a encore aujourd'hui pour pouvoir alimenter le canton. La machine a été construite en 1709, et en 1727, elle a été rachetée avec le réseau par les autorités de l'époque, et c'est ainsi que le service de l'eau est né. C'est un premier service qui était pour la population. Donc en 1727, donc il y a eu le service de l'eau qui est né, et les besoins en eau du canton n'ont cessé de se développer, avec une augmentation également du nombre de fontaines, une augmentation du réseau également qui a été construite, et pour pouvoir répondre à la demande de la population. À titre de comparaison, la machine Abeille avait une capacité de production entre 5 et 12 litres d'eau par seconde. Les machines et les installations qu'on a aujourd'hui, on est aux alentours de 5500 litres par seconde qui sont produites pour pouvoir répondre à la demande de la population et des industries sur le canton de Genève. Cette machine a fonctionné pendant plus d'un siècle. Et en 1843, il y a eu la construction de la machine Cordier. Donc la machine Cordier, c'est un ingénieur français qui a construit, à la demande des autorités de l'époque, une machine, également une machine hydraulique pour pouvoir alimenter le canton en eau, avec une capacité plus importante qu'était capable de faire la machine Abeille. Donc, M. Jean-Marie Cordier avait une expérience
en France de plusieurs installations qu'il avait mis en place pour pouvoir alimenter différentes villes. Donc c'est fort de cette expérience qui a pu bénéficier à Genève, et c'est ainsi que cette première partie de la machine Cordier a été construite sur le pont de la machine que l'on connaît aujourd'hui. Le projet débuta en 1838, le chantier en 1841, pour terminer en 1843. Et lorsqu'en 1843, la machine Cordier a été mise en service, la machine abeille a été retirée du service et a été démontée au fur et à mesure des années. La machine Cordier avait une capacité de 90 litres par seconde de production d'eau qui alimentait les différentes fontaines de la ville. Comme ça a été dit précédemment, il y avait 24 fontaines publiques et 19 fontaines privées qui étaient alimentées au début des années 1840. Au niveau de cette installation, donc, il y a eu la première partie, la partie centrale de la machine Cordier, avec une augmentation de capacité et une construction d'une aile du côté droit du Rhône en 1864. La première partie a été construite en 1864 pour augmenter la capacité et pour pouvoir commencer à alimenter des moteurs. Parce que l'eau du Rhône, la force du Rhône était utilisée pour la boisson, pour l'eau potable, mais également pour entraîner des moteurs. Et le fait d'entraîner des moteurs a permis de développer toute la partie industrielle de la ville de Genève. En 1872, c'est la deuxième aile, l'aile du côté gauche du Rhône, qui a été construite pour pouvoir continuer à augmenter la capacité qui a atteint en 1872 à peu près 200 litres par seconde de capacité de production d'eau pour le centre-ville. Une dizaine d'années plus tard, en 1883, le Rhône a été asséché. Ce n'est pas un assèchement naturel, c'est un assèchement artificiel pour pouvoir construire l'usine de la Coulouvronnière un petit peu en aval sur le Rhône. Donc on voit déjà, à l'époque, il y avait déjà de grands travaux et de gros chantiers à Genève. Donc le Rhône a été asséché et ça a permis de construire, faire les préparations de la construction de l'usine de la Coulouvronnière. Et l'usine de la Coulouvronnière comporte 2 ailes qui a permis d'alimenter à la fin des années 1800 le canton avec une capacité qui était beaucoup plus importante que la capacité de la machine Cordier. La petite aile de la Coulouvronnière, celle qu'on voit construite sur la photo, a été construite en premier. Elle a été construite entre 1883 et 1886. Cette partie comprenait 5 pompes qui permettaient d'alimenter les moteurs ainsi que d'alimenter en eau la population. Et au fur et à mesure de la mise en service de cette installation, la machine Cordier a été retirée progressivement du service. En 1886, l'usine de la Coulouvronnière était opérationnelle avec cette première partie de l'installation. C'est également cette année, en 1886, que le jet d'eau est né. Comme vous le savez, le jet d'eau n'avait pas une utilité touristique, comme c'est le cas aujourd'hui, il y avait une utilité technique au jet d'eau. Le jet d'eau était utilisé pour permettre aux surpressions présentes dans le réseau de pouvoir s'échapper. Donc l'eau en surpression, à la place d'endommager les pompes et d'endommager les conduites, s'échappait par une soupape qui avait été placée verticalement pour pouvoir protéger les installations. Il y avait une surpression en fin de journée généralement parce que tous les moteurs étaient arrêtés à peu près en même temps. Donc toutes les industries s'arrêtaient en même temps, les moteurs étaient arrêtés, la pression augmentait dans le réseau, ce qui obligeait les opérateurs de l'usine de la Coulouvronnière de l'époque d'intervenir très rapidement pour pouvoir fermer les vannes et réduire la production. Pour éviter de devoir toujours se dépêcher en fin de journée et fermer les vannes, cette soupape a été mise en place au grand bonheur des Genevoises et des Genevois qui ont vu naître le jet d'eau. Et en fin de journée, régulièrement, il y avait des personnes qui venaient assister au jet d'eau qui avait 30 mètres de haut à cette époque. En même temps que l'usine de la Coulouvronnière, il y a eu la régulation du niveau du lac qui a été faite pour pouvoir assurer ce contrôle sur le niveau et de pouvoir gérer le flux d'eau en aval. Cette illustration montre la deuxième partie, la deuxième aile de l'usine de la Coulouvronnière. Donc c'est l'aile qui a permis d'avoir les pompes restantes. Donc il y avait au total 18 pompes dans l'usine de la Coulouvronnière pour alimenter le canton, pour alimenter les moteurs, mais également alimenter la population et d'alimenter les bâtiments en eau potable.
À ce moment-là, lorsque la construction fut terminée en 1892, il y avait à peu près 900 litres par seconde de production d'eau depuis cette usine de la Coulouvrenière. Donc on voit que la production d'eau commence à augmenter pour répondre au développement industriel de la ville et pour répondre également aux besoins de la population. On peut voir sur cette carte qu'il y a que le réseau commence à être bien présent au centre-ville, avec une partie basse pression utilisée essentiellement pour la population et une partie haute pression qui est utilisée, on voit ici en bleu, qui est utilisée au niveau de la partie industrielle pour pouvoir alimenter les moteurs qui tournaient avec la force du Rhône. En 1891, la ville a décidé d'alimenter la totalité des bâtiments de la ville de Genève en eau potable. Donc, pour pouvoir alimenter tous les bâtiments en eau potable, il a fallu étendre le réseau d'une part, mais aussi construire des réservoirs d'eau afin d'avoir des réserves et de pouvoir alimenter plus facilement les différentes parties du canton. Avec la construction du réservoir, le réservoir de Bessinge par exemple, sur les Hauts-de-Genève, la soupape qui alimentait le jet d'eau sur l'usine de la Coulouvrenière n'avait plus d'utilité. Parce que lorsqu'il y avait une surpression à la fin de la journée, lorsque les moteurs s'arrêtaient, l'eau allait naturellement remplir le réservoir de Bessinge. Par contre, d'un autre côté, les Genevoises et les Genevois étaient habitués au jet d'eau et il n'était pas question pour la ville de s'en séparer. Et c'est en 1891 que le jet d'eau a été déplacé dans la rade au grand bonheur des Genevoises et des Genevois. Ensuite, pendant les décennies qui ont suivi, le réseau a continué à s'étendre. La totalité des maisons sur le canton ont commencé à être alimentées en eau potable jusque dans les années 1850. Dans les années 1850, suite à l'évolution industrielle, du nombre d'habitants qui a augmenté autour du lac, la qualité de l'eau du lac a commencé à se détériorer et il n'était plus possible d'utiliser l'eau directement, l'eau du lac, pour la consommer sans avoir un traitement approprié. Donc c'est en 1851 que débuta un projet de construction d'une usine de potabilisation. Donc l'eau n'était plus puisée dans le Rhône, elle était puisée directement dans le lac à environ une 30-40 mètres de profondeur. On voit ici l'illustration de gauche, c'est une crépine d'aspiration, c'est la partie du tuyau qui est dans le lac et qui va aspirer l'eau pour pouvoir l'amener jusque dans l'usine de traitement d'eau potable. L'usine de traitement a été mise en service en 1879 et au fur et à mesure des années, l'usine de la Coulouvrenière a passé différentes pompes vers une autre installation, une installation un peu plus moderne, au centre-ville pour pouvoir redistribuer l'eau dans les différentes parties du canton. En 1880, l'usine a été modernisée et dans les années 2000, une autre usine a été construite afin d'alimenter le canton en eau potable. C'est en 1951 que le jet d'eau n'a plus été alimenté par le réseau, puisqu'il n'était plus question d'alimenter le jet d'eau avec de l'eau potable qui avait été traitée. Et c'est à cette époque que les pompes ont été mises en place pour pouvoir alimenter le jet d'eau qui monte maintenant à 140 mètres de haut comparé aux 30 mètres initialement. Voici le réseau aujourd'hui. Donc en 2026, tout le canton de Genève est alimenté en eau potable. Nous avons des réservoirs, 11 réservoirs sur le canton qui permettent de stocker l'eau. Cette eau elle est stockée pour pouvoir assurer un tampon, une réserve d'eau en cas de panne de courant par exemple. Si on a une panne de courant, il y a de toute façon une réserve d'eau d'au minimum 2 heures dans les réservoirs qui permet de continuer à alimenter la population. Donc une panne de courant, il y a de l'eau qui est toujours disponible et également pour les pompiers, l'eau est disponible et permet d'alimenter en cas d'incendie, les équipes du SIS qui ont toujours de la disposition et les équipes SIG ont 2 heures pour trouver une solution et pour pouvoir réalimenter, remettre en marche certains groupes avec des installations de secours, mais 2 heures c'est suffisant pour pouvoir remettre en marche les installations. Également des analyses sont effectuées régulièrement. Tous les jours nous effectuons des analyses sur le réseau pour s'assurer de la qualité de l'eau, pour pouvoir vérifier si l'eau a la qualité requise et si ce n'est pas le cas, de pouvoir prendre des mesures suffisamment vite pour pouvoir assurer une eau potable de la meilleure qualité possible. Aujourd'hui, le réseau est très résilient. Par contre, il ne faut pas oublier qu'avec les périodes de canicule à répétition, malgré cette résilience du réseau, le réseau a des limites et
on n'est pas à l'abri de restrictions d'eau dans les années à venir. Ça me fait penser également. Donc on n'est pas à l'abri de restrictions malgré un système extrêmement résilient. De même, on entend régulièrement parler de micropolluants, de PFAS et d'autres polluants qu'on retrouve dans le milieu naturel. Et nos chaînes de traitement sont optimisées constamment. Par contre, même les chaînes de traitement, même la technologie a des limites. Et on doit vraiment préserver le milieu naturel pour pouvoir continuer à utiliser de l'eau, pour pouvoir continuer à utiliser de l'eau potable et continuer à pouvoir distribuer et boire de l'eau de la meilleure qualité possible. Pour finir, l'eau c'est la vie. Je vous remercie pour votre attention. Il faut protéger l'eau dans le milieu naturel et l'économiser autant que possible dans notre consommation au quotidien parce que l'eau c'est la vie et on en a vraiment besoin. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Madame, Messieurs, je propose de reprendre avec quelques mots de Madame la Présidente du Grand Conseil. Je cède la parole. Merci beaucoup. Je vous remercie de l'invitation. Pour moi, c'est un honneur de venir ici. C'est la première fois que je viens à la Villa du Four. C'est honteux pour moi. On devrait passer avec l'école dans cette institution, en respect aussi à la personnalité de monsieur Dufour, du général Dufour, sans lui enlever son titre. On m'a demandé de dire quelques mots. Qu'est-ce que je pourrais vous dire en cette chaleur, si ce n'est que vous avez choisi la thématique de l'eau, précieuse ressource. On a énormément de textes qui traitent de l'eau au niveau du Grand Conseil, notamment de la collaboration avec les autorités transfrontalières. C'est un enjeu tout à fait présent, actuel, plutôt que de se chamailler, de savoir comment est-ce que, qui pollue, comment, quoi, il vaut mieux collaborer puisque cette eau, on en a besoin, c'est une ressource limitée. Alors on ne se dit pas, mais l'eau c'est limité et de la traiter, de s'en occuper, etc. C'est tout aussi tout un savoir-faire. Que vous mettez aussi à l'honneur en choisissant cette thématique. Donc je vous remercie d'avoir choisi cette thématique, je vous remercie pour l'invitation et puis je vous invite à consommer beaucoup d'eau aujourd'hui pour éviter les malaises. Je ferai très bref, je ne vais pas beaucoup plus longtemps, merci beaucoup. Je suis navrée pour le retard aussi avec ces événements, cette fin d'année, il y a énormément d'événements protocolaires et je n'ai pas voulu dire non, je n'ai pas voulu choisir et je suis très très honorée d'avoir pu venir quand même. Donc je ne ferai pas plus longtemps, je vous remercie de m'avoir écouté et on passe à la suite. Alors nous nous sommes permis de commencer avec monsieur Frédéric Schulz, qui est le directeur de l'eau potable et gaz au SIG. Donc on a déjà abordé. Et je prends maintenant la suite pour évoquer la question de l'espace infrastructure et j'aimerais vous présenter Genève vers 1600. Avec, vous voyez, un pont, le pont du Rhône, qui avait été doublé au cours du XVIe siècle pour mieux supporter le trafic. C'était également un lieu d'habitation bordé de maisons et d'ateliers, de moulins et d'échoppes qui profitent de l'eau du fleuve pour fonctionner. La ville, enfermée dans ses fortifications, perçoit dans l'eau un espace de développement vital. Cette disposition crée un enchevêtrement complexe d'habitats et d'activités commerciales autour du pont. La situation géographique de l'île au centre du fleuve fait de ce lieu un carrefour incontournable pour la ville et ses habitants. Rappelons que le pont de l'île est à cette époque le seul lieu de passage qui unit la rive gauche et la rive droite du lac. Et il faudra attendre le lieutenant-colonel Dufour, ingénieur cantonal, pour faire le doublé avec un deuxième pont, le pont des Bergues. J'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, Francis Lecomte reviendra tout à l'heure aussi sur la suite de cette image. Si j'évoque cette image, c'est que l'arrivée des premiers bateaux à vapeur sur le Léman, le Guillaume Tell en 1823 et le Winkelried en 1824,
dont Dufour supervise lui-même la construction, va l'amener en sa qualité d'ingénieur cantonal, notamment pour des questions sanitaires et sécuritaires, à redessiner le pourtour de la rade. Pour rappel, la bourgeoisie de l'époque tournait le dos au lac, véritable cloaque qui choquait le nez comme les yeux, et préférait tourner ses regards vers des paysages verdoyants plus apaisants. Et donc la prochaine fois que vous descendrez la Treille, vous mettrez dos aux maisons patriciennes et vous regarderez la statue du général Dufour qui est à l'emplacement de la porte neuve, et vous imaginez que derrière il y avait toute la campagne verdoyante. Et pour décrire la situation de l'époque, je vous propose de prendre connaissance de ce témoignage d'un certain Pictet de Cergy, qui décrit ainsi les berges de la rive gauche. Les maisons construites directement au bord du lac n'étaient pas pourvues d'égouts. Les boucheries et les abattoirs du quartier de Longemal déversaient leurs déchets dans le lac. Tout cela exhalait des odeurs nauséabondes qui nuisaient à la santé des riverains lors des eaux basses, et les hautes eaux provoquaient des inondations. Les commerçants venus s'installer près des trois ports de la fusterie, du Mollard et de Longemal encombraient ces lieux de marchandises, rendant difficile les secours en cas d'incendie. Rien n'était plus hideux et plus repoussant que l'arrivée à Genève par le lac. Les arrière-faces de maisons qui semblaient ne pas s'attendre à être jamais contemplées par des yeux étrangers s'étaient laissées aller à un négligé inexprimable. Des fortifications informes, des vieux râteaux de clôture, des vieilles chaînes suspendues à de pieux noirs et moisis, des chantiers de bois à brûler et leurs détails peu élégants, de grandes boucheries et leurs détails pires encore, et au-dessus de tout, les déversoirs défaussés, impossibles à décrire. Tel était l'aspect dont jouissaient les rares promeneurs qui naviguaient sur ce rivage. C'est important de le dire parce que Dufour, comme ingénieur cantonal, va prendre conscience du problème et propose des aménagements au Conseil d'État. Ce n'est qu'après un triple effort et 2 échecs qu'il obtint de la législature l'acceptation du projet concernant le Grand Quai. En 1827, Dufour présente un mémoire très complet sur les besoins d'embellir la rade. Il est rapidement accepté par les autorités. Les travaux exécutés durant les basses eaux commencent en 1829 et le Grand Quai est terminé en 1834 déjà. Les propriétaires riverains s'engagèrent à reconstruire les maisons en pierre. Les ports de la fusterie et du Mollard devinrent des places publiques. Le quai livré au public en 1835 devint le point de réunion des promenades du soir. Cette opération va lui permettre de libérer les quais, de faciliter l'accès aux secours, de canaliser les égouts, d'éviter les débordements du lac et d'embellir la ville. Donc on voit ici le projet abouti. Parallèlement, sur la rive droite, de 1829 à 1835, Dufour va également s'atteler à une refonte totale de la rive droite en remplaçant l'imposante manufacture des indienneries Fazy, qui accueillait 600 à 800 ouvriers, et les résidences privées des industriels, parmi lesquels l'allemand Hans ou Jean Cléberger, dit le Bon Allemand, qui va laisser son nom à un nouveau quartier que les voisins désignaient sous le nom de Onkleberg ou Clé-des-Bergues, puis progressivement en Berg. Et c'est sur cette parcelle qu'est érigé en 1833 le premier palace de Suisse, l'Hôtel des Bergues. En 1826, la Société des Bergues avait pour objet social la construction de 25 immeubles de 4 étages sur prés commerciaux et l'aménagement de rues, soit une population de 800 habitants, sur un quadrilatère place Chevelue, quai des Bergues, rue du Rempart, aujourd'hui rue du Mont-Blanc, et rue du Cendrier. Un quai des Bergues va être achevé en 1835 et va être prolongé jusqu'au quai de Lille. Comme déjà évoqué, un nouveau pont va être créé qui va dédoubler le pont du Rhône, aux grandes dames des gens de Coutances qui y voyaient une concurrence déloyale. L'île aux Barques va également être transformée en île aux Rousseaux, avec une passerelle en fil de fer qui le rattache au pont, qui, contrairement aux 2 premiers ponts de Dufour, le pont du Pin et le pont des Paquis, ne sera pas suspendu par des fils de fer, mais sous-tendu par des chaînes qui soutiennent le tablier. Éviter ces grands
poteaux qui auraient défiguré évidemment la rade. Les travaux de Dufour sur la rade va donner à Genève ce décor de carte postale qui fait son charme encore aujourd'hui, je crois, mesdames et messieurs, que vous en êtes témoins. L'article de Eau, Gaz, Électricité, Histoire des énergies à Genève au XVIIIe jusqu'à nos jours se poursuivait en ces termes. Auteur en 1821 de la dernière réflexion d'importance, l'ingénieur cantonal Guillaume-Henri Dufour mentionne dans un rapport daté de mars 1829 « Cette machine se compose de 2 équipages, dont l'un fonctionne quand l'autre est en réparation. L'un des équipages a plus d'1 siècle, l'autre a beaucoup de peine à aller tant il est caduc. Il devient de jour en jour plus urgent de le remplacer. Faute d'avoir pu obtenir des SIG des informations utiles, j'avais mis de côté ce projet jusqu'à une meilleure occasion. Elle s'est présentée le 9 mai 2025 lorsque Jean Cassegnot, conservateur des archives Marc-Auguste Pictet et membre de notre commission historique, m'a invité aux commémorations du bicentenaire des archives de Marc-Auguste Pictet, à l'issue de laquelle nous avions, les participants, été invités à un cocktail au musée du groupement SIS. Et en parlant de la question de l'approvisionnement en eau, pour les pompiers, préoccupation majeure s'il en est, j'ai eu la surprise d'apprendre que l'association du musée du groupement SIS avait justement édité, pour la nuit du musée 2024, une plaquette intitulée « Les moyens hydrauliques à Genève au fil du temps » qui traitait de ce sujet. C'est l'image sur la brochure et ces messieurs du groupement SIS vous auront le plaisir de vous en offrir. Donc j'ai évidemment sauté sur l'occasion pour inviter Francis Lecomte, guide passionné à ce musée, et frère de notre regretté membre de notre commission historique, Guy Lecomte, historien, décédé prématurément le 26 avril 2023. Et sur son faire-part de décès figurait cette citation « J'ai toujours pensé que l'historien avait le devoir de rendre aux gens leur mémoire ». Je te remercie, Francis, d'avoir accepté notre invitation et de donner vie et passion chez nous à ces mots de ton frère. Je cède la parole. Merci. Madame la maire, c'est gentil de m'avoir invité aujourd'hui ici à m'adresser à vous dans cette maison sanctuaire, puisque y a vécu le général Dufour, et c'est toujours une émotion. Alors concernant mon frère, c'était un historien professionnel, ce que je suis loin d'être. Donc la seule confusion qu'il peut avoir, on est de la même famille, mais il a d'autres qualités que personnellement je n'ai pas. Derrière moi, vous voyez une petite photo qui vous montre la nécessité pour les pompiers d'avoir de l'eau, puisque là c'est le feu de LN Industrie qu'on a mis sur l'ouvrage du 175e anniversaire du bataillon, vous voyez. Et là, il y a eu besoin tellement d'eau que non seulement les SI ont dû nous fournir de l'eau, mais on a encore dû faire appel aux camions-citernes du SSA qui a dû venir nous appuyer pour qu'on ait suffisamment d'eau. Donc le problème de l'eau est un problème qui est pour nous extrêmement important. Pour votre fondation, comme pour la plupart des Genevois et des Suisses, le général Dufour est le personnage le plus important du 19e siècle. Alors, les Genevois, il y a aussi des sapeurs-pompiers dans les Genevois, et pour eux, pour les sapeurs-pompiers genevois, le personnage le plus important qu'on a, c'est Robert-Louis Astolphe Séard, qui symbolise la modernisation et la militarisation du corps des sapeurs-pompiers. Il n'a pas inventé les pompiers, on dit toujours il a créé le bataillon. Je dis toujours la création, c'est la militarisation dont il faut parler, mais pas la création, parce que vous allez voir que les pompiers sont bien plus anciens que ça en ville de Genève. C'est un homme c'est un patricien d'origine française, qui est le fils aîné de Nicolas Séard et Françoise Masset, son père ayant participé au projet de construire à Versoix une ville concurrente de Genève, et qui a aussi également contribué à la rénovation de la route du Simplon pour Napoléon dans les années 1801 à 1806. Cette œuvre capitale lui a d'ailleurs valu au père de Séard une très grande notoriété, et il possédait une très grande propriété à Montfleury, donc à Versoix. En 1809, Séard épouse la fille du conseiller d'État Pierre Boin.
Je vous donne cette citation parce que si en 1814 son père et son frère décidèrent de rester français, il décida de se faire genevois, surtout que pour lui c'était gratuit, puisqu'il avait épousé la fille d'un conseiller d'État. Donc une main lave l'autre, il s'est fait donc genevois. Je ne dirais pas que c'est par hasard, il dit ça. Petit rappel, il est né en 1781 à Versoix, donc dans la propriété Montfleury. Il a fait des études de droit à Genève et à Paris. Il a eu son doctorat en 1806. En 1816, en même temps que Marc Dupont, qui est un des plus célèbres avocats de la République et Canton, élu substitut procureur général. Le 17 décembre 21, il est élu procureur général de la République jusqu'en 1827. Et il s'intéresse déjà aux pompiers, puisqu'en 1825, il va déjà intervenir sur les histoires de pompiers, puisqu'il y aura un gros feu à ce qui est maintenant Palais de Justice, mais qui à l'époque était l'hôpital de la ville, et il va intervenir parce qu'il va trouver qu'il y a du désordre dans l'organisation des pompiers. Donc c'est la première fois qu'on le verra. Mais il est toujours procureur général, donc il ne s'en nomme pas. Par contre, comme il est membre du conseil représentatif, les autorités ne l'oublient pas, et en 1835, alors qu'il n'a plus de fonction de procureur général, eh bien, on lui donne, avec le grade de major, le commandement de lancer l'organisation des pompiers, avec comme seule mission de le réorganiser. Promu lieutenant-colonel en 1839, il réalise ceci en fondant le bataillon des sapeurs-pompiers de la ville de Genève le 29 mai 1840. Donc c'est toujours cette date qu'on donne pour les premiers pompiers à Genève, mais on va voir que c'est pas ça. Début 1848, il est fatigué, c'est hard, et il présente sa démission. On dit qu'il est fatigué, il faut être tout à fait honnête avec ça. Il y a de la fatigue, mais il y a aussi un petit souci avec la révolution de 1846. Parce que Genève n'a pas été avare en révolution non plus. Et en 1846, eh ben les Genevois se sont tirés dessus quand il y a eu la révolution fasciste. Et les pompiers, ils ont été séparés en deux groupes. Ils avaient un chef qui était un patricien, et un ancien procureur général, etc. Donc il était du côté de ça, qui était adoré par ces hommes. Mais il avait aussi des gens de Saint-Gervais. Et les gens de Saint-Gervais se sont retrouvés sur les ponts, en armes et en uniforme, et on leur a tiré dessus. Puis c'est les gens de Saint-Gervais qui ont gagné. Donc il y a eu un moment d'instabilité chez Séart qu'on a voulu remplacer à ce moment-là. Mais tous les officiers auxquels on a demandé ont refusé, donc il est resté, normalement, je dirais, jusqu'en 1848, commandant du bataillon des sapeurs-pompiers. Il s'est éteint en 1860, entouré de l'affection de ses sapeurs-pompiers, et puis il a été enterré comme il se doit dans le cimetière de Plainpalais, et il a une rue qui porte son nom dans la ville. Il existe des convergences, ça c'était la question de Marc quand on s'est rencontrés lors de sa visite en 2025. Est-ce qu'il y a des convergences entre Dufour et les sapeurs-pompiers? Personnellement, je n'ai jamais effectué des recherches concernant l'apport de Dufour à l'institution des pompiers. Dufour, ça faisait partie de beaucoup de choses, mais pas des pompiers. Donc on n'a jamais cherché. Mais par contre, on a, par hasard, croisé des actes que Dufour a fait, puisque nous, on s'est intéressé à d'autres choses. Donc ces convergences entre Dufour et les sapeurs-pompiers sont fortuites et nullement exhaustives. Les convergences que nous concernons sont essentiellement liées à l'approvisionnement en eau. Ça va être un petit peu ce que je vais essayer de vous raconter, sans, j'espère, trop vous ennuyer. Notre petit musée donc a publié cette brochure dont a parlé Marc, mais je me suis servi donc de cette brochure que mon président du musée aura le plaisir de vous distribuer à la sortie, qui reprend toute l'organisation hydraulique à Genève, encore jusqu'à l'actualité, mais moi je m'arrêterai à la machine Cordier ce soir. Et je me suis aussi servi d'un bouquin, et ça c'est bien parce que c'est les gens des SI qui l'ont fait, mais il y a longtemps. C'est un monsieur Béton, ingénieur, ancien directeur du service des eaux de Genève, qui a fait une histoire qu'on a appelée donc, puits, fontaines et machines hydrauliques, où il retrace vraiment dans le détail, et avec pas mal de données techniques, toute l'histoire de cette évolution de l'eau. De tout temps, l'approvisionnement en eau lors d'incendie était problématique. Notre ami Marc nous a montré
la Genève de 1600. C'est vrai que le pont le plus commerçant de la ville, c'était le pont de Lille. Seulement, il était extrêmement dangereux. Il était déjà construit, les maisons allaient très loin du tablier du pont. Il était peu en dessus du flot. Il y avait un courant d'air qui était assez violent. Tout aussi bien que du 17 au 18 janvier 1670, il a pris feu. Parce qu'on y stockait n'importe quoi, des huiles, des gras, de tout. Il a pris feu, il était construit en bois. Toute la partie qui se situait entre le pont, la tour de Lille et la tour de la Monnaie a été complètement détruite. Et puis il n'y avait aucun moyen d'éteindre. On avait des seringues de 2 litres, quand il y a un pont qui brûle, c'est un peu court. Hein. Moi j'aurais changé de métier, tout de suite. Alors ils n'ont pas pu l'éteindre, on a fait quelques sauvetages, mais il y a quand même eu 122 morts et 800 blessés, dont de nombreux enfants. Ce qui m'a toujours un petit peu fait sourire, c'est que les chroniqueurs de l'époque racontent cet incendie, et puis comme on le raconte toujours à l'époque, c'est une punition l'incendie. C'est une punition de Dieu. Ah, personnellement, j'aime bien les questions religieuses, je ne m'attaque jamais à des questions religieuses, mais punir des gens en faisant brûler leurs enfants, je trouve que le père, il est peut-être allé un petit peu long. Mais ils ont réussi à s'en sortir. Parce qu'on arrive à vous dire, non, Dieu était quand même bon dans cet incendie, il n'avait pas donné d'eau, pas donné ci, pas donné ça, mais il a retenu les vents. Parce qu'il avait lâché encore ses vents sur la ville, c'était pas le pont qui brûlait, c'était toute la ville qui brûlait. Donc, on reste quand même, pour l'époque, dans quelque chose de bien. Mais pour nous, ça va tout changer. Suite à cet incendie, les moyens de lutte vont évoluer. Au XVe siècle, vous voyez, je vous ai montré, il y a un seau en cuir. Le seau en cuir, c'était déjà une révolution par rapport au seau en bois. Parce que le seau en bois, il avait un défaut, comme on le gardait que pour l'incendie. Mais quand on le servait, il avait séché. Puis entre les lattes de bois, l'eau, elle foutait le camp. Alors les gars, ils se taillaient, on se laissait plus les souillés qu'on en avait dedans. Donc on a trouvé, les Allemands ont importé des seaux en cuir, et ces seaux en cuir permettaient de le faire. Mais vous voyez que la capacité d'un seau, c'est une douzaine de litres. On est encore loin de ça. En 1677, va arriver une pompe. Parce qu'en même temps que le pont brûlait, il y avait un Hollandais qui mettait au point une pompe à serpent, avec des tuyaux. Et cette pompe va arriver en 1677 à Genève. On va tout de suite voir que c'est quelque chose de bien. On va en établir plusieurs autres. Ce qui veut dire, parce que nous, on aime bien faire parler l'histoire, surtout quand on n'est pas historien, les historiens, ils osent moins, mais nous. L'apparition des pompes a nécessité un grand nombre de servants. Quand vous êtes sur des pompes comme ça à bras, il en faut 12, les feux, ça dure des heures, ça ne dure pas 5 minutes. Il faut remplacer les gars. Donc il faut du personnel pour faire marcher cette pompe. Maintenant, les SI, ils ont un bouton, c'est l'électricité, la dame électricité. Mais à l'époque, la dame électricité, elle marchait au rouge en général, elle ne marchait pas autre chose. Donc, ils ont dû avoir des servants. Et comme ils avaient des servants, ils ont dû avoir une organisation. Donc on peut dire et écrire qu'à partir de 1677, il y a un corps de sapeurs-pompiers à Genève. Alors il va prendre des formes, vous voyez, là je vous ai mis le registre de 1778, parce qu'on était assez loin de cette organisation, puisqu'on a un général des pompes à feu, ce qu'on n'a plus eu. Hein. Moi je suis arrivé péniblement capitaine, mais général, il n'y a que Dufour à Genève qui était arrivé. Donc on avait un général des pompes à feu. Donc vous voyez, donc, cette organisation va se faire. Les pompiers ne s'appelaient pas des pompiers, à l'époque on les appelait des ouvriers des pompes. À Genève, les besoins en eau s'accroissent. Alors, bien sûr, quand on est au service des eaux, on va s'intéresser à l'industrie, et on va s'intéresser à la consommation des personnes. Parce que l'incendie, c'est quelque chose de fortuit quand même. La baraque, elle ne brûle pas tous les jours. Donc, mais pour nous, c'est l'incendie qui nous intéresse. Donc, je l'ai mis en rouge. Chaque lance-incendie débite 200 litres pour être efficace. Une pompe peut avoir plusieurs lances. Alors, je reviens à mon seau en cuir du XVe siècle. J'ai 12 litres, disons 15 litres s'ils sont vraiment costauds. Pour arriver à faire 200 litres minute, combien il faut mettre de seaux? Et on a fait un calcul, justement au feu de 1825, qui était cher à Céard.
On a fait un petit calcul, on s'est dit quand il y a des chaînes de seaux, parce qu'on parle toujours des chaînes de seaux, les gens qui se précipitent. Ils ont fait 2 chaînes de seaux qui descendaient donc depuis le Bourg-de-Four jusqu'au lac, un qui allait, je crois, sur la fusterie, puis l'autre qui allait sur le Melard, enfin je ne sais plus exactement les temps, mais on a compté qu'il fallait 5000 personnes pour pouvoir faire des chaînes de seaux à peu près efficaces, en montant des seaux avec des litres chaque fois. Donc on était loin du compte des besoins en eau. Alors c'est clair qu'il y avait des bassins, des fontaines, etc., qui allaient nous aider. Mais c'était un réel problème. Comme à Genève, on discute toujours longtemps, hein, c'est toujours la même chose. On a des tas de bonnes idées, mais du temps qu'elles arrivent à éclosion, eh bien ça prend du temps. Eh bien, à partir de 1559, on discute de faire une machine hydraulique à Genève pour alimenter les fontaines. Je ne vous parle pas des systèmes, je ne vous parle pas de ça. L'idée est dans l'air, comme on dit. Mais il faut attendre 1708 pour voir arriver un ingénieur breton natif de Vannes, Joseph Abeille, 1673-1752, demeurant à Paris, de surcroît catholique, parce qu'à Genève, on est au XVIIe, hein, on n'est pas... C'était plus difficile d'être catholique de musulman, hein, à l'époque. Demeurant à Paris, de surcroît catholique, que confie le soin de construire la première machine hydraulique afin d'alimenter ses fontaines. Mais le gars, il est arrivé, il était sympa, c'est Abeille. Parce que la convention, vous voyez, on a ici le texte de la convention, stipule que le sieur Abeille s'engage à fournir pendant 20 ans assez frais d'eau suffisante pour alimenter 6 fontaines. Il a le droit de fournir des concessions privées, sans altérer le débit des fontaines. Pour l'entretien, il perçoit 1400 livres courantes par an. À l'expiration du contrat, la ville s'engage à racheter la machine pour 10 000 écus, soit 105 000 florins, environ 80 000 francs. C'est ce que tu as cité tout à l'heure, que tu as dit qu'en 1728, 1727, 1728, elle va revenir. Et voilà que notre abeille, il fait ça. Donc là, c'est une vue de la machine abeille. Vous voyez, elle est ici, là. C'est un tas de bois, hein. C'est pas quelque chose de luxueux. C'est construit sur le cours d'eau. Il ne faut pas que ça soit gêné. Et ce qu'il y a de très important, c'est qu'il faut qu'il y ait un accès à l'eau. Il n'existe aucun document détaillant la machine de l'époque. Seule la mémoire tardive de 1796 de Nicolas Paul nous renseigne sur son fonctionnement. Elle possède 2 grandes roues, donc c'est toujours le système. On va devoir transformer un mouvement rotatif en mouvement alternatif. Les roues tournent, mais les pompes, il faut qu'elles montent et qu'elles descendent. Donc c'est tout l'enjeu de ces machines hydrauliques. Et quel est le pire des enjeux dans ces machines hydrauliques? Eh bien, c'est les frottements. Donc on va être, pendant les 135 ans de la vie de cette machine, on va être toujours confronté avec les frottements qui sont le handicap de ces machines hydrauliques. Elle possède 2 grandes roues, une petite entraînant 6 pompes. Un tuyau de plomb, donc ils ont mis de la première canalisation, était un tuyau de plomb de 418 mètres, conduisait l'eau jusqu'au bassin du Grand Mézel. De là, l'eau descendait dans des bourneaux jusqu'aux fontaines de la maison de ville. On est loin des tuyaux actuels. Les bourneaux, vous pouvez venir dans notre musée quand il sera réouvert, puisque momentanément on est fermé. Quand on a un bourneau qui vient d'Appenzell, c'est un tronc en bois qu'on a percé à l'aide d'un forêt avec 2 embouts en métal, puis qu'on met les uns dans les autres. Donc la pression, on n'y compte pas beaucoup, puis quand il y a de la pression, il y a beaucoup de fuites, notamment au raccord, etc. Mais c'est comme ça qu'on travaillait. Alors on descendait jusqu'aux fontaines de la maison de ville, de l'hôpital du Grand Mézel, 2 autres conduites, donc c'est ce qu'on nous a dit tout à l'heure, qui étaient avec des pressions différenciées, alimentaient les fontaines du Melard et de la place de Saint-Gervais, donc de la basse ville, que ce soit sur la rive gauche ou sur la rive droite. Voilà le plan, donc on voit bien là le départ de la machine hydraulique, et on monte jusqu'au réservoir qui se situe ici, et on voit de là, on descend soit sur le Bourg-de-Four, soit des petites canalisations qui vont sur la rive droite et sur le bas de la ville dans rive gauche. Le bilan de Abeille, il est en demi-teinte. La machine fonctionne mal et Abeille ne remplit pas tous ses engagements. C'est-à-dire qu'il pensait donner plus d'eau, il en a donné un peu moins.
La machine manque de puissance. On a mal évalué la différence du niveau du lac. Les différences du niveau du lac étaient extrêmement importantes. Alors que si l'eau descendait trop bas, les roues ne tournaient plus. Donc il n'y avait plus d'eau dans les fontaines. En 1712, il faut allonger sensiblement les digues. On va chercher l'eau dans les digues, canalisons l'eau et augmenter le diamètre des roues pour permettre à la machine de fonctionner plus longtemps. La machine était simple et robuste. Les arbres de couche en chaîne des roues mesuraient 7 mètres de long et 78 cm de diamètre. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'énorme. Du reste du four, je le cite là, plus d'un siècle plus tard, les arbres étant usés, dans ses rapports sur l'état de la machine, Dufour se demandait où trouver de nouveaux arbres afin de remplacer ceux d'origine. Un des arbres se rompra en 1838. Nous y reviendrons. Pourtant, alors là, je cite Nicolas Paul, qui est le fils d'un des directeurs, et qui sera directeur par la suite, de la machine. Pourtant, on ne peut donner que des louanges à Abeille, qui a eu le courage d'établir cette machine à ses frais, dans un temps et un pays où un catholique devait trouver aucune ressource et beaucoup de contradictions. C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Malgré ce bilan, donc, puisque je vous ai dit qu'il était en demi-teinte, le Conseil gratifie le sieur Abeille du titre de citoyen de Genève en lui donnant de surcroît la permission d'acheter une maison près de la machine. Donc Genève a quand même été reconnaissante à ce pionnier qui a permis d'avoir la première machine qui faisait de l'eau. À l'échéance de la Convention, la machine passe aux mains de la ville qui, en 1728, en confie l'exploitation à un mécanicien, Jean Maritz, originaire de Burgdorf, Berne, pour une durée de 50 ans. Donc avant, on avait fait une durée de 20 ans, mais lui, il veut mettre sa famille, c'est une institution, il va devenir le livreur d'eau. Il est prévu une indemnité de 6 écus, 47 francs, pour chaque carteron d'eau supplémentaire fourni par la machine. Maritz transforme le mécanisme pour le rendre plus performant. Donc on voit qu'on essaye d'encourager l'exploitant à fournir plus d'eau en améliorant la machine. En 1733, Maritz dépose une demande afin d'établir un second équipage. Donc on a cité Dufour, je le citerai tout à l'heure, puis j'avais la même citation qui parlait des deux équipages. Jusqu'en 1733, il n'y a qu'un équipage pour alimenter les fontaines. À partir de 1733, eh bien, il demande pour faire un deuxième équipage. Maritz améliore grandement la renommée de la machine. À son décès, en 1774, son fils lui succède. Voilà donc la machine en 1933, donc ça c'est la machine qu'on montre. Je vous ai montré la gravure, c'était la gravure ancienne, mais c'est une gravure reconstituée puisqu'elle a été faite le siècle suivant, donc l'authenticité, mais c'est la machine quand même. Ça c'est celle de 1733, donc qui a été retouchée par Maritz, et ça c'est le plan qui est donné justement par le rapport qu'a fait le président du mécanisme, mais de 1733. Le mécanisme de 1708, on suggère, mais on n'a pas de certitude dessus. En 1768, brusquement, appelée à l'étranger, la famille Maritz quitte Genève. 9 ans avant l'échéance du contrat. Donc il n'est plus question de faire une dynastie de Maritz. Il s'en va. Le poste de directeur devient vacant. C'est un petit peu une tuile. Là, je vous ai mis 2 pendules parce que la chose d'après va vous résumer pourquoi. Un horloger. Alors, moi, ça me fait toujours rire quand je vois ça. Parce que s'il y a quelque chose qui était gros, on a vu la grosseur des arbres, des pompes et tout, on imagine tout sauf un horloger là-dedans. Ben non, c'est un horloger qui faisait des jolies pendules, vous avez vu, ils sont jolis, et grand nom, est nommé directeur en 1770. Auparavant, il a obtenu l'autorisation d'apporter des modifications sur un équipage afin d'en augmenter le rendement. Ce qu'il a fait, c'est les frottements. On a des cames pour faire marcher ça, donc l'arbre il tourne, puis pour faire le mouvement alternatif, il faut qu'il y ait quelque chose qui se déplace sur une came. Et là, nous, on a des cames rondes, et lui, il essaie de faire des incurvations et tout. C'est très joli au niveau du dessin, mais on arrive à dire que sous sa férule, l'exploitation ne fut pas un succès. Pourtant, en 1778, année du décès de Grandmont, une expertise effectuée constate que le débit est de 530 litres minutes, le double du débit sous la direction de Maritz. Mais c'est une expertise. C'est un jour. Les 2 équipages fonctionnent, on a peut-être bien graissé
des trucs, mais c'est pas, en tout cas, l'opinion générale de la machine. Et du reste, Grand Monde ne touchera jamais un rond, malgré qu'il a augmenté les débits, alors que c'est stipulé dans les contrats. Donc il faut bien croire qu'il y a quelque chose. Par contre, l'usure de la machine est importante et nécessite de coûteuses réparations. En 1778, eh ben, on va voir arriver Jacques Paul. Jacques Paul, c'est un ingénieur, je le vois, qui s'intéressera à beaucoup de choses. C'est aussi quelqu'un de très éclectique et il va s'intéresser à travers la Société des Arts qui s'occupe justement à Genève de toutes ces questions d'industrie, etc. Il va être nommé, à la suite au décès, Jean-Paul signale aux autorités que la machine est très usée, elle souffre notamment de transformations inadaptées. Donc il parle des fameuses transformations de grands noms. Toujours en 1700, les autorités nomment Jacques Paul, soutenu par la Société des Arts, au poste de directeur. Mais il n'a pas de chance, parce qu'il arrive encore en même temps qu'il y a un hiver extrêmement rigoureux. Alors qu'est-ce qui arrive en 1788 paralyse plusieurs fois la machine, les bassins des fontaines sont vidés, le lac est gelé, mais jusqu'en son centre, etc., etc. La machine ne peut donc pas fonctionner. Elle repartira à partir de janvier 1789. On parle que la pareille mésaventure vient en 1814, mais vous savez qu'en 1814-1815, il y a eu dans le monde l'explosion d'un volcan qui a créé, notamment à Genève, mais pas seulement à Genève, des conditions climatiques extrêmement défavorables. Donc c'est pour ça qu'on revient cette année de 1814, probablement dans les textes. Je n'ai pas fouillé ça, mais je sais qu'il y a une corrélation avec cette raison. Toujours en 1788, parce qu'on peut toujours se poser la question, mais pourquoi on ne mettait pas du moteur? Parce qu'on commençait à inventer des machines à moteur dans ces pompes à eau. Et en raison de son combustible, on a renoncé de remplacer la machine par une pompe à feu, on sait de la machine à vapeur. Quelle était la raison des autorités? C'est que Genève est une petite république. Le combustible, je pense que c'est du bois ou du charbon pour faire marcher une machine à vapeur. Le bois, il y en a, mais pas trop. Et puis le charbon, il faut creuser. Genève, si vous voulez trouver du charbon, vous n'êtes pas encore chauffé. Donc, ils ont renoncé à ça, non pas que ce n'était pas une bonne idée, mais parce qu'ils voulaient garder des choses dont on parle beaucoup maintenant, garder l'autonomie énergétique, simplement. On a déjà des problèmes d'autonomie énergétique en 1788 à Genève. Mais eux le règlent simplement en passant à autre chose. Là, vous voyez la photo de la machine à abeille, vue depuis le pont de la machine. Donc, avant qu'elle soit démolie, elle sera démolie en 1880, puisqu'elle n'aura plus d'utilité. Nicolas succède à son père. En 1796, après la mort de son père, Nicolas présente son fameux mémoire, que je vous ai cité, et sur l'histoire et l'état de la machine. La nécessité de dégager le bras du Rhône où se trouve la machine s'impose. Dans le bras du Rhône, il y a des tas de gens qui viennent profiter de la force du courant que déploie la machine. On a construit un moulin, on a construit ici, on a construit là. Mais tout ça, c'est au détriment du rendement de la machine. Donc lui, il dit, il faut commencer à nettoyer tout ce qui se trouve là, qui n'a rien à y faire. Il y en a qui accrochent des bateaux, etc. Après quelques controverses, Nicolas Paul est nommé directeur de la machine. C'est très convoité, cette histoire. Quand on lit notre ami Bérin, on se rend compte que beaucoup de gens aimeraient être directeur de la machine. C'est un poste qui doit être pécuniairement peut-être intéressant, mais aussi, je pense, avoir une certaine visibilité dans la société. De 1798 à 1811, c'est une période troublée. Je vous rappellerai pas l'histoire. Climat politique délétère, finances publiques ne permettant pas la rénovation indispensable de la machine. L'occupation française n'arrange rien. Les réparations coûteuses se multiplient. En 1801, une nouvelle proposition d'une pompe à vapeur est étudiée, sans suite. Je pense qu'ils n'avaient toujours pas trouvé de carburant. La machine se dégrade rapidement. En 1804, Nicolas Paul propose d'installer un appareil à levier horizontal sur l'un des équipages. Il meurt en 1806 avant d'avoir pu entreprendre les travaux. Donc, il veut changer le dispositif d'alternance qui était latéral, il veut le mettre horizontal pour qu'on puisse faire fonctionner cette machine. Alors, il a présenté le maire Maurice. Donc, le maire Maurice, c'est le maire de Genève pendant l'occupation française. Charge M. Messin de mettre en œuvre ce projet.
la ville émet 89 000 francs d'actions afin de réaliser les travaux. En 1809, les travaux s'achèvent pour un coût de 757 000 francs, donc on était en dessus de ce qui était probablement budgétisé, ce qui est un certain tour de force. L'ingénieur du four constatait plus tard dans un rapport la charge immense que des leviers du troisième genre, donc il appelle du troisième genre, c'est de faire des leviers différents, horizontaux, faisait supporter à l'arbre de la machine, occasionnait une flexion très sensible et arrachait des tourillons. Donc le levier était peut-être plus performant, mais il mettait en danger le fonctionnement de la machine. Voilà ces leviers, donc vous voyez, les cames, on arrive à faire deux mouvements de piston par, on peut mettre plusieurs cames, il y a des pompes qui peuvent être alternées, il y a des plus grandes pompes, des plus petites pompes. Voilà comment fonctionnait ce système de 1809. Dufour et la machine à beille. 1816, la ville charge la Société des Arts, venant de s'attacher les services de Dufour à leur jeune ingénieur. Il a commencé dans cette Société des Arts, avant d'être ingénieur cantonal, il était dans cette société, d'examiner le nouvel équipage ne donnant pas satisfaction, notamment de comparer les efforts supportés par les arbres dans l'ancien et le nouvel équipage, puisqu'il y avait un des équipages qui était fait avec le truc horizontal et l'ancien équipage. Dufour répond aux demandes formulées avec clarté et précision, et des transformations assurées à la machine pour lui assurer un rendement sûr et régulier. Non seulement il fait une analyse du sujet, mais il fait encore des propositions de modification. Donc là, on reconnaît bien Dufour, qui est toujours à l'affût de pouvoir perfectionner quelque chose. On le voit dans tous les secteurs où il a été, il a toujours cherché à perfectionner. Là, il n'échappe pas. Notamment en modifiant le nombre et la disposition des leviers de commande, et ainsi en équilibrant les charges. Il chiffre la dépense à environ 100 000 florins. Là, il a écrit toujours dans les histoires, on a Dufour, on peut se dire, bah tiens, on est sauvé, on va pas prendre le wagon, mais nous, on regarde ça depuis le 21e siècle. Mais à l'époque, il était écrit que les tribulations affectant la machine n'étaient pas terminées. Un nommé Whitcock, un mécanicien anglais, propose une solution de remise en état bien moins onéreuse et pourquoi pas plus performante que celle avancée par Dufour. Les deux projets sont soumis au conseil municipal. Autre-temps, même mort, le moins cher fut agréé. Ah, on n'a rien inventé, on suit toujours l'histoire. Mais Whitcock ne put tenir ses engagements et début de 1817, la solution Dufour et Messa, nommé directeur, donc Messa c'était le gars qui était dans la machine, qui s'occupait de la machine, Dufour était quand même dans les bureaux, fut activé, ce qui fit écrire au capitaine du génie Dufour en 1819, le travail serait déjà achevé si notre marche n'eût été entravée par la tentative infructueuse d'un étranger qui nous avait promis plus qu'il ne pouvait tenir et qui s'est vu forcé de renoncer à son entreprise. Donc là, c'est quand même un constat assez sévère vis-à-vis des autorités, en leur disant, si vous m'aviez écouté, on aurait économisé des ronds, et puis le projet, il serait fini. Et il avait l'autorité pour le dire, quand même, Dufour était quelqu'un, même avant d'être général, qui avait une grande notoriété. En 1821, le lieutenant-colonel Dufour informe le conseil municipal que la rénovation de la machine est achevée pour un coût estimé à 700 000 florins. Je n'ai pas fait la traduction en francs, mais ça doit être à peu près dans ce qui était budgétisé. Malgré cette dépense, la machine est obsolète et son remplacement inéluctable. Surtout que la consommation d'eau augmente et que le nombre des fontaines publiques se multiplie. Chacun veut sa fontaine dans la cour de sa maison particulière. En 1834, Dufour calculait que l'eau fournie était de 80 carterons, dont un tiers pour le privé. Carteron fait 2 pots, le pot fait 2,13 ou 2,23 litres. Enfin, c'est des bricoles, c'est quand même des consommations confidentielles. On remplissait plutôt les bassins, parce qu'on travaillait beaucoup avec les bassins, parce que ça travaille en continu. Mais ce n'est pas des débits, comme j'écoutais tout à l'heure, les débits du service des eaux en mètres cubes secondes, c'est assez vertigineux. On en est encore très loin. Le colonel Dufour publie deux mémoires en 1829 et 1831. Le premier commence par ce résumé. Alors c'est ce que nous a lu tout à l'heure Marc. Cette machine se compose de deux équipages dont l'un fonctionne quand l'autre est en réparation. Donc c'est déjà un constat qui met un peu la balle au milieu du terrain.
Le second mémoire, tenant compte de l'évolution d'autres machines qui ont été construites à Marly, à Toulouse, dans d'autres villes de France, préconise une modification complète de la conception de la machine. Notamment une nouvelle disposition des pompes, non plus dans l'eau, mais hors de l'eau. Parce qu'effectivement, il s'était rendu compte que ça serait peut-être mieux. L'évolution est partie là dans ceci. Dufour en dresse le plan et en évalue la production d'eau à environ 900 litres minute, ce qui est prodigieux par rapport à ce qui est prévu. Il budgétise la dépense à 100 000 florins. Donc là, vous voyez un dessin d'un corps de pompe avec clapet, et puis ici, vous voyez le projet Dufour de 1831, qui n'a pas été réalisé dans la machine, parce qu'on va prendre d'autres directions relativement rapidement. Les directeurs se succèdent. C'était peut-être une place très enviée, mais j'ai trouvé à un moment donné que c'était une mauvaise place. Au décès de Messa en 1833, on nomme Béchasse comme directeur. À son décès l'année suivante, Vaigné lui succède. Vous voyez, c'est un peu rapide, vous voyez, on est parti de grand haut. On a eu, en 30 ans, on a eu une quantité assez impressionnante de gens. En 1838, eh ben c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est la rupture de l'arbre, dans des arbres de la machine. Ça siffle la fin de la partie, ça siffle la fin de l'histoire de la machine. La machine âgée, à ce moment-là, de 130 ans, maintes fois transformée, ne répond plus aux besoins de la distribution d'eau à Genève, donc il faut la remplacer. Dufour et la machine Cordier. Dufour, il va rester, on va vouloir changer de machine, mais on va s'appuyer sur Dufour. Puis on va devenir un peu plus malin dans les autorités. De longues et minutieuses études, sous la direction du colonel Dufour, aboutir à un projet de nouvelles usines hydrauliques sur le Rhône. Les autorités avaient renoncé à une mise au concours pour la réaliser et s'étaient mis en rapport avec J.M. Cordier, ingénieur à Béziers. On avait abandonné ces histoires, le gars qui arrivait avec un but, moi je fais mieux que les autres, puis après on se retrouve, on n'a rien fait du tout. Une délégation dont le colonel Dufour allait le visiter, donc à Béziers. Des propositions furent demandées pour construire une machine sur Genève. La première question qui se posait, où construire la machine? À son emplacement actuel ou en amont de l'île? Sous l'impulsion de Dufour, qui s'exprimait dans un long rapport, cette deuxième option fut choisie. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, si on faisait sur l'emplacement de l'ancienne machine à abeille, ça voulait dire qu'il fallait casser la machine pour construire l'autre. On ne pouvait pas décemment construire les deux machines en même temps. Donc c'était plus raisonnable de la mettre en eau. Et puis aussi, ce que nous a dit aussi Marc tout à l'heure, même qu'on avait bien amélioré la qualité de l'eau du lac. En dessous, il faut toujours mieux être plus près du haut que du bas. Parce que sous la ville, il a parlé des rives du lac, et depuis, je n'aurais pas été mettre mon bidon à la hauteur de l'usine de la Coulevronnière en 1708. Là, il devait y avoir tout ce qu'on voulait, des soudaisons, etc., etc. Donc, ils ont choisi de prendre cette machine. En juillet 1838, M. Caussin présentait un projet d'installation d'une double machine hydraulique sur le Rhône utilisant une chute moyenne de 60 cm. Les spécialistes, ils comprendront ça mieux que moi. Il faut une chute pour faire tourner les roues. Si vous êtes à niveau, ce n'est pas le bon système. Il voulait une chute. De l'aménagement de la tête de l'île, de la mise en place d'un réseau de conduite alimentant 34 fontaines, 17 nouvelles et 7 bornes fontaines. De l'amélioration du barrage existant et de la construction d'une passerelle future pour la machine. Ce projet donnait toutes les estimations de prix, des travaux à réaliser et des dépenses d'entretien. Ça, c'est toujours le gros problème. Vous construisez une usine, on pioche, on coupe dans les budgets, on trouve des ronds. Tout d'un coup, on fait marcher l'installation. Si on n'a pas tout à fait bien estimé le coût du fonctionnement, on est dans l'erreur. En avril 1839, un traité est passé avec M. Cordier. En mai 1839, le conseil représentatif ouvrait à la ville un crédit de 500 000 francs pour la construction d'une machine élévatoire selon les plans de l'ingénieur Cordier. Voilà donc ce pont, cette photo, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est ce qui va être construit. Le projet Cordier stipulait en outre la puissance de la machine. 2 roues en fonte de 6 mètres de diamètre, 4,87 m de large et 24 hauts maximum, 4 pompes à double effet, capable de débiter 3200 litres minute, soit 4 608
là je vous laisse faire en 24 heures, le diamètre des pistons, des pompes est de 42 cm. La machine se complète par des jeux de vannes et de soupapes de sûreté. Donc voilà tout ce qui était livré avec. On est loin des 700 litres minute fournis par l'ancienne machine dans certaines conditions. Voilà donc ce premier dessin de cette machine hydraulique. On va la construire. La construction de la machine fut terminée au début 1843. Une première expertise effectuée en juin par le colonel Dufour constate des débits de 4491 litres minute pour l'équipage de gauche et de 5505 litres minute pour l'équipage de droite. Dufour conclut que du point de vue des débits, les conditions du contrat du 10 avril 1839 de M. Cordier sont respectées. Puis que compte de chance. Donc là, au mois d'avril, au mois de juin, la machine, elle pète. Toujours comme ça. Suite à un accident, en juillet, et après réparation, une nouvelle expertise fut effectuée par le colonel Dufour, M. Volsberger et le professeur Colladon, qui donna des résultats identiques et se conclut par la réception définitive de l'installation. La machine avait coûté 577 914. On avait un petit dépassement de 76 000 francs. Je ne sais pas, peut-être à l'époque de gueule, mais je pense que c'est assez raisonnable. Hein, de dire cela. À l'heure actuelle, en tout cas, on ne se choquerait plus. Voici donc la machine, je ne vous la représente pas, mais elle est présentée. Ce qui est intéressant pour les pompiers, parce que je reviens à mes pompiers, parce que moi j'ai fait le détour par Dufour pour faire plaisir à Marc, mais ce n'était pas mon sujet de prédilection. Moi j'aime bien Dufour, hein, mais pour des raisons personnelles, mais pas autrement. Durant la construction de la nouvelle machine, un nouveau réseau de conduite est mis en place. Dès 1841 en Lille, à la place Bel-Air et dans les rues basses. On a des correspondances, ils ont trouvé des correspondances de commerçants qui se plaignent qu'on a creusé dans leur magasin pour mettre du tuyau, des chambres de vannes, etc. Un petit peu ça, les DSI, ils ont un peu l'habitude. Bon. Je vous chicane, hein, c'est de la gentillesse. Dès 1840, sur ces conduites sont installées les premières bouches à incendie. Alors il y a une photo d'une bouche à incendie. Contrairement aux Vaudois qui ont été très rapidement sur les poteaux incendies, nous les Genevois, les grandes gueules, on est restés aux bouches incendies. Vous sentez un peu la nuance. Nous pouvons sans exagération parler de révolution pour les sapeurs-pompiers. Fini les chaînes de seaux, fini les pompes qui ne sont pas alimentées, on met un tuyau sur une vanne et on a un débit qui est plus ou moins constant. Si on a besoin d'une deuxième vanne, etc., on peut en chercher. Après, on ne peut pas non plus aller n'importe où, on ne peut pas descendre le réseau, mais on a de l'eau en quantité. Dans un premier temps, Céard est sceptique quant aux améliorations procurées par ce réseau. Céard, il avait vécu toute une bonne partie de l'histoire de la machine à abeille. Il disait, ouais, d'accord, quand elle marche, on aura de l'eau, mais c'est pas sûr qu'on ait un incendie quand elle marche. Donc il était assez sceptique sur les machines, il restait pourtant en 1846 dans le carnet de l'officier, donc c'est le truc qui donne les références, donne la position de 42 bouches à eau débitant entre 280 et 800 litres minute, distance les unes des autres d'une soixantaine de mètres. Une bouche à eau de 800 litres, comme je vous l'ai dit, c'est 4 lances. Donc on a changé de monde avec ce système de bouche à eau. Donc c'est ce que nous voulions. C'est ce que je voulais vous dire. Là, on a le réaménagement des rives du lac, la construction du pont de la machine, permettent de relier la tête de l'île aux deux rives du Rhône. Donc c'est la première fois que l'île va être reliée par la tête. Elle est reliée par le pont qui a brûlé, qui a été reconstruit très rapidement d'ailleurs, mais elle va être reliée par le pont. Je vous ai donné, ça c'était donné tout à l'heure, en 1884, la première régulation du niveau du Léman est rendue possible grâce à la pose de rideaux d'eau sur le pont de la machine. C'est le système caméré dont je vous ai mis le plan de fonctionnement. Voilà, une autre convergence, parce que comme on est dans la maison de Dufour, ça a amusé Marc quand il est venu chez nous, j'ai dit à nous, Dufour, on avait été le voir. Alors, le jeudi 17 mars 1853, suite à une décision du département militaire, les officiers du bataillon se réunissaient à 15h15 en grande tenue d'hiver avec le chapeau au bastion de Hollande. De là, en compagnie d'autres officiers de la milice, ils se rendaient à Contamine, au domicile du général Dufour, pour lui exprimer la part que prenaient tous les soldats suisses, et plus particulièrement ceux de son canton,
au malheureux accident dont le général venait d'être la victime. Sur l'autre page, vous voyez, c'est la page des ordres. C'est les ordres, c'est le livre d'ordre, c'est dans le livre d'ordre qu'on trouve ça. Et vous voyez toutes les signatures qui sont là, c'est signé par Sigismond Mercier, qui était le commandant de l'époque. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde dans les signatures, il y a un lieutenant Dufour, qui a aussi signé, donc il y avait un Dufour à la même époque qui était. Et puis, Marc m'a posé la question, parce qu'il est toujours assez curieux de ces choses, il m'a dit, mais quel accident l'avez-vous Dufour? Je lui ai dit, écoute, je crois qu'il est tombé. Mais je ne peux pas te dire autre chose qu'on a convoqué le pompier ce jour-là pour faire ça. Et il a fait des recherches, et là, on a reçu pour nous dire qu'effectivement, le matin, le général Dufour se rendait à Russin avec Madame L, sa fille. La terre était couverte de neige et le chemin avait disparu. À quelques distances de Satigny, le cocher a perdu sa route et la voiture s'est trouvée tout à coup engagée dans un fossé et a versé. Madame L n'a éprouvé heureusement aucun mal, mais cette chute a eu des conséquences plus funestes pour le général qui s'est cassé la clavicule droite. Donc là, on a vu qu'il n'est pas du tout tombé, il a reçu plutôt la calèche sur la figure. Monsieur Dufour a pu néanmoins se rendre encore à pied jusqu'à Satigny, où monsieur le docteur Olivet a remis la fracture. Tout fait espérer jusqu'à présent que cet accident n'aura point de suite plus fâcheuse pour l'honorable général. Voilà donc les mystères de cet accident qui ont conduit, quelques semaines plus tard, le bataillon des sapeurs-pompiers, les officiers du bataillon des sapeurs-pompiers, à venir lui rendre hommage dans cette maison où il habitait. Puis, pour conclure, pour garder un petit peu mes origines vaudoises, je vais vous faire un petit clin d'œil. Donc là, je vous présente 2 lettres, autographe du général Dufour, qu'il a adressées en 1861 à mon arrière-grand-père. Donc je vous les présente pour clore cette conférence et vous remercier de votre attention. Mais de rien. Je ne sais pas si... Donc Madame L, c'était vraisemblablement Annette Lardy, qui était la fille aînée de Dufour. On a le généalogiste là autour de la table. Je ne sais pas si il confirmera. Et puis, donc, si jamais je vous recommande ce site, ça s'appelle Interroge, le site de la ville de Genève. Si vous avez une question d'histoire, moi j'ai posé la question dimanche, donc vous pouvez choisir à qui vous voulez l'envoyer, ou à personne en particulier. Ben, ce truc qui est nulle part, personne n'a cette information. On a eu la réponse hier matin ou ce matin. Je trouve ça remarquable. Et donc, si vous avez des questions d'histoire, ben, n'hésitez pas à passer par Interroge. C'est vraiment. Tu permets juste encore un petit mot, parce oui. que je crois qu'il y en a tout dit, mais je crois tout dit. Donc, la petite brochure que, si vous voulez, vous pouvez recevoir gratuitement en partant. On ne s'arrête pas à la machine cordée, on a, comme je vous l'ai dit, été un tout petit peu plus loin dans nos investigations. Je vous remercie. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions à nos invités, à nos conférenciers. L'eau, elle était purifiée ou envoyée telle qu'elle au contraire? Alors l'eau, non, elle n'était pas purifiée, non. L'eau, non, elle n'est pas filtrée. C'est pour ça qu'on prend la position de l'eau, on met encore ils font un chemin pour que l'eau arrive jusqu'à la roue, puis qu'elle arrive aux pompes, pour qu'elle soit plus propre. On place la pompe en fonction, on place l'usine en fonction de la pureté de l'eau. Mais on n'a pas de traitement d'eau, à moins que, personnellement, je n'ai jamais entendu parler. Je parle des fontaines, hein. Je ne parle pas après, mais là, à l'époque, eux, c'est d'avoir du débit. Parce qu'il y a encore un autre système, parce qu'en réalité, on est faux un petit peu dans notre histoire. Parce que moi, je suis un petit peu sectaire. Je me suis intéressé qu'à la machine hydraulique. Mais ce n'est pas le seul moyen d'approvisionnement en eau qu'ont les Genevois. Il y a des gens qui passent avec les brantes, qui vont chercher l'eau directement au Rhône, qui remplissent leurs brantes et qui montent dans les étages de l'eau. Et puis vous avez encore des chariots, des broutiers qui passent avec des chars, avec des citernes, on remplit des citernes. Et notamment quand il y a des incendies,
tous ces gens-là sont mobilisés. Il y a les gens qui vont à la chaîne des Sceaux. Et les chaînes des Sceaux, c'est aussi des trucs marrants. Là, l'approvisionnement en eau, il y a un officier responsable de l'approvisionnement en eau dès qu'il y a un incendie. Parce qu'il faut faire les chaînes des Sceaux. Alors, les chaînes des Sceaux, normalement, c'est les femmes et les enfants qui font les chaînes des seaux vides, puis les rares hommes qui restent font les seaux pleins. Mais il n'y en a pas beaucoup des hommes, parce que qu'est-ce qui se passe encore au XVIIIe siècle? Quand il y a une alarme à Genève pour un incendie, qu'est-ce qui se passe, vous croyez, dans la ville? Ils ne vont pas tous au seau. Ils courent, prendre leurs armes, puis ils vont défendre les portes de la ville, parce qu'ils croient qu'il y a un malin qui a mis un incendie dans la ville, pour en profiter pour prendre la ville. Donc on défend d'abord la ville. Donc il reste beaucoup moins de gens pour faire les seaux. Alors en général, il y a les pasteurs qui sont dans les seaux pleins, et puis les prostituées. Parce qu'ils ont décidé que s'ils avaient assez de force pour ça, elles peuvent bien porter des seaux pleins, c'est bon. Voilà comme ah, on est là. Puis après, il y a les gens qui arrivent avec des broquets qui transportent de l'eau dans des citernes. Alors ils sont alarmés, ils dépendent de tout. On leur dit où est le feu, ils vont pomper de l'eau, il y a des gens qui les aident à remplir, et on monte jusqu'au lieu du feu avec ça. Mais c'est ce que dit Céard. C'est en général pour éteindre les dernières braises. Parce que du temps qu'ils aient rempli le truc, puis que ça monte avec des bœufs, je sais pas, vous voyez, en haut la ville, ça prend quand même un peu de temps. Le feu est beaucoup plus vérace et rapide que leur but. Donc le problème de l'eau n'est pas que le problème de la machine hydraulique, et heureusement, parce qu'on voit qu'elle est souvent en panne. Hein. Elle est souvent en panne. Alors, J'ai une question, il y a quelque chose qui m'intrigue. On a vu que ça c'est la machine abeille, mais c'est quoi ce truc là-dedans? Mais justement. Alors maintenant là c'est la machine abeille vue depuis le pont. Donc c'est ce que se plaint justement, comment il s'appelle, Paul, dans son mémoire. Il dit il faut arrêter de faire des constructions devant la machine ou derrière la machine. Alors il voulait même faire un moulin à grains, mais officiel. Si le moulin à grains il est là, ça fait des perturbations à la machine qui la rendent beaucoup moins performante. Alors elle aurait quand même donné un peu d'eau, mais... Et là, tu sais, il y a des tas de constructions sauvages. Alors c'est très difficile à dire. Donc ça n'a rien à voir avec la machine? Non. La machine hydraulique, elle est derrière. Mais à mon avis, cette photo est plus tardive, donc la machine cordée est déjà construite. Hein. Pour l'image qu'on prend d'ici, la photo qu'on prend d'ici, on doit la prendre depuis le pont de la machine, alors, à mon avis. 1844. À mon avis, c'est un bateau lavoir. C'est possible, ouais. Alors, j'en arrive à ma conclusion. Hop. Voilà. Donc on a vu 2026, on remonte un peu en arrière, 1830, on a vu l'incendie de 1670. J'aimerais vous emmener en conclusion en 1476. Pourquoi? Cette année, on fête le 550e anniversaire des guerres de Bourgogne, notamment des batailles de Granson le 2 mars 1476 et de Morat le 22 juin 1476. Quel lien me direz-vous avec Genève? J'aimerais pour cela laisser Catherine Sanchi le soin de nous éclairer. Dès avant la guerre, les Genevois et surtout leur évêque Jean-Louis de Savoie s'étaient attiré le ressentiment des Suisses, particulièrement des Bernois, par une politique favorable aux intérêts savoyards et bourguignons. En 1475, Berne et Fribourg déclarèrent la guerre au comte de Romont et firent main basse sur le pays de Vaud savoyard, je vous rappelle, qui était jusqu'à Coppet. Le pays de Vaud qui fut atrocement saccagé. Redoutant de subir le même sort, Genève négocia avec les cantons et obtint leur protection moyennant le paiement d'une rançon astronomique de 26 000 florins du Rhin. Donc c'était important de savoir que dans ce 550e anniversaire, Genève était concernée, d'où la présence de la présidence du Conseil d'État à Morat, que j'ai rencontré samedi lors des commémorations de la bataille de Morat. Et notre dernier chapitre aurait pu s'intituler « Comme à Granson, l'utilisation de l'eau du lac pour noyer la garnison ». On a passé juste à côté, mais on n'était pas loin. À noter que c'est de cette période que date le traité de combourgeoisie entre Jean-Louis de Savoie, pour la durée de sa vie, et la ville de Genève d'une part, et les villes de Berne et Fribourg de l'autre,
Et pour pas oublier cet épisode, en nous croyant à milieu des guerres de Bourgogne, en tant qu'initiateur du timbre du 550e anniversaire des batailles de Granson et de Morat, j'aimerais remettre à Madame la Présidente et à Messieurs les conférenciers un petit fascicule sur les guerres de Bourgogne, et à Christian qui est derrière tout ça, avec une carte du premier jour d'émission du timbre qui a été dévoilée le 7 mai 2026 à l'hôtel de ville de Morat. Et pour vous rappeler que la bataille de Granson s'est en réalité déroulée à Concise, je vous propose de nous déplacer dans la salle derrière pour partager quelques bouteilles récupérées sur le champ de bataille de Concise lors des 3 jours de festivités du 1er au 3 mai de cette année. Je vous remercie et... Merci.